Cela aide cet espace à atteindre les personnes qui en ont besoin. Des gens qui trouvent des morceaux d'eux-mêmes dans des histoires comme celle-ci. Vous êtes toujours les bienvenus pour partager votre propre histoire dans les commentaires. Parfois, les histoires les plus calmes sont celles qui nous connectent le plus. Et maintenant, respirez, baissez la lumière. Commençons. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 26 ans. Et jusqu'à ce lundi après-midi, je croyais sincèrement être à l'aube d'une vie qui avait enfin du sens. Pas parfaite, pas glamour, mais stable, construite, méritée. J'étais au travail quand c'est arrivé, assise à mon bureau dans un open space parisien, écoutant d'une oreille une réunion dont j'avais déjà décroché mentalement. Mon ordinateur portable était ouvert, des notes éparpillées, mon café refroidi à côté de mon clavier. Le genre de moment ordinaire qu'on n'imagine jamais devenir une ligne de démarcation dans sa vie. Mon téléphone a vibré une fois. Un message vocal de Thomas, mon petit ami depuis 3 ans. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. Je ne le faisais jamais. Les messages vocaux me semblaient lourds, trop délibérés, comme si quelqu'un avait répété ce qu'il s'apprêtait à déverser sur vous. J'ai attendu ma pause déjeuner, assise dans ma petite citadine, portière fermée, moteur éteint. Puis j'ai appuyé sur lecture. Camille, il faut que je sois honnête avec toi. J'en ai marre de faire semblant d'aimer ta famille. Je me suis figé. Pas métaphoriquement, littéralement. Mes mains se sont arrêtées en l'air, doigts planant près du volant. Il a continué. Ta mère est passive-agressive. Ton père raconte toujours les mêmes histoires ennuyeuses en boucle. Et ta sœur agit comme si elle valait mieux que tout le monde. Je ne veux pas passer Noël avec eux cette année. En fait, je ne veux plus passer aucune fête avec eux. J'ai senti quelque chose se serrer derrière mes côtes. Pas encore de la douleur. Quelque chose de plus froid. Si tu veux qu'on continue ensemble, d'accord, a-t-il dit. Mais ne m'invite plus au truc de famille. J'ai fini de faire semblant. Le message s'est terminé. Pas de pause, pas de douceur. Pas de « je t'aime », mais, juste une limite tracée comme une ligne dans la poussière. J'ai fixé mon téléphone longtemps après ça. Puis je l'ai réécouté. La deuxième fois, la colère s'est insinuée. Lente, brûlante, contrôlée. J'ai repassé chaque mot, chaque inflexion, la façon désinvolte dont il disait de ta famille comme s'ils étaient un inconvénient, une phase, quelque chose de temporaire qu'il avait toléré pour moi. La troisième fois, autre chose s'est produit. La clarté. Parce qu'une fois qu'on enlève la forme, qu'on ignore le ton et qu'on se concentre sur le fond, ce qu'il avait vraiment dit était ceci, choisis. Choisis le lui ou choisis les gens qui m'ont élevé, qui ont toujours été là, qui ne m'ont jamais demandé de me faire toute petite pour leur confort. Je n'ai pas pleuré. Ça m'a surprise. Au lieu de cela, je suis restée assise là à penser à ma mère veillant à chaque veille de Noël, prétendant ne pas être épuisée pour que la maison soit magique. À mon père racontant les mêmes histoires parce que c'étaient les souvenirs qu'il aimait le plus. À ma sœur, Chloé, défendant Thomas la première fois qu'il avait oublié mon anniversaire parce qu'il n'était juste pas doué avec les dates. J'ai pensé à quel point ils avaient essayé et avec quelle facilité ils balayaient tout ça. Quand j'ai finalement répondu par SMS, mes doigts étaient stables. Moi, je comprends tout à fait. C'est ton choix. La réponse est venue presque instantanément. Thomas, sérieux? Tu n'es pas fâché? J'ai failli rire. Moi, non. Thomas, ok, super. À ce soir. C'était tout. Pas d'excuses, pas de retour en arrière, aucune inquiétude d'avoir franchi une ligne. Il supposait que c'était réglé. Ce soir-là, il est venu à l'appartement comme si de rien n'était, m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, s'est plaint d'un collègue, m'a montré une vidéo sur son téléphone et a ri comme si le sol sous nos pieds n'avait pas bougé. J'ai joué le jeu. J'ai souri au bon moment, hoché la tête quand il parlait, posé des questions, mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà éteint. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées avant. La façon dont il parlait de ma famille comme si c'était la mienne, pas la nôtre. La façon dont il présentait son inconfort comme de la maturité. La façon dont le compromis semblait toujours exiger mon silence. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je suis resté éveillé à fixer le plafond. 3 ans. Nous avions parlé d'avenir, d'emménager ensemble bientôt, de projets pour le nouvel an sur lesquels il était resté étrangement vague, de comment l'année prochaine serait différente.
J'ai réalisé quelque chose alors qui m'a noué l'estomac. Il ne rejetait pas seulement ma famille. Il me testait, voyant combien je serais prête à abandonner pour maintenir son confort. Le lendemain matin, je me suis réveillé calme. Ça m'a fait plus peur que la colère ne l'aurait jamais pu. Je suis allé au travail, j'ai répondu aux emails, pris des appels, ri quand quelqu'un faisait une blague, et calmement, méthodiquement, j'ai commencé à me détacher. J'ai annulé des plans liés à nous, avancé des échéances, ouvert des notes sur mon téléphone intitulées Options d'appartement. Thomas m'a envoyé des SMS toute la journée, des mèmes, des private jokes, des trucs normaux de couple. À aucun moment il n'a demandé ce que je pensais du message. À aucun moment il ne s'est demandé s'il était allé trop loin. Ça m'a tout dit. Le grand repas de famille de novembre était dans une semaine. Pour la première fois depuis que nous sortions ensemble, il n'a pas demandé à quelle heure nous partions ni quel plat il devait apporter. Il n'a pas mentionné mes parents une seule fois, et je ne le lui ai pas rappelé parce qu'au fond, je savais déjà. Ce n'était pas un malentendu. C'était une révélation. Ce message vocal envoyé nonchalamment, avec assurance pendant que j'étais au travail, n'était pas un dérapage. C'était la chose la plus vraie qu'il m'ait jamais dite. Je n'ai pas confronté Thomas tout de suite. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'évaluation. Il y a un moment, silencieux, presque invisible, où vous réalisez qu'une relation est passée de partager à observer. Quand vous arrêtez de participer émotionnellement et commencez à regarder les schémas à la place. C'est là que j'étais. Thomas supposait que la conversation était terminée, que j'avais accepté sa limite et que nous allions simplement avancer. Juste nous, plus propre, plus facile, sans friction familiale. Il n'a pas remarqué que j'avais arrêté de l'inviter dans mes pensées. La première chose que j'ai faite était pratique. J'ai ouvert mon agenda et annulé tout ce qui impliquait un avenir dont nous avions parlé, mais jamais pleinement nommé. Le long voyage du Nouvel An auquel il faisait allusion depuis des semaines. La note d'épargne commune que j'avais commencée, juste des chiffres et des idées, mais quand même symboliques. Les rappels que j'avais mis pour plus tard. C'était chirurgical, contrôlé. Je me disais que je créais juste de l'espace. Ça semblait raisonnable, mature, neutre. Mais la vérité était plus simple. Je démantelais un avenir avant qu'il ne puisse être utilisé contre moi. Thomas, pendant ce temps, devenait plus léger. Il plaisantait plus, se détendait plus, comme si retirer ma famille de l'équation l'avait soulagé d'un fardeau. Il parlait de combien il serait agréable d'avoir moins de pression autour des fêtes, de comment les couples n'avaient pas besoin de tout faire ensemble pour être sains. Je le regardais dire ces choses sans ironie, sans réaliser qu'il était celui qui s'éloignait. Un après-midi, j'ai appelé Manon, une amie proche que je connaissais depuis la fac. Elle avait récemment commencé à conseiller les gens sur leur profil de rencontre, photos, bio. Comment repérer les drapeaux rouges tôt? Je ne lui ai pas donné toute l'histoire, j'ai juste dit que je voulais un rafraîchissement. Tu es célibataire, a-t-elle demandé prudemment. Pas encore, ai-je dit, mais je vais l'être. Elle n'a pas insisté. Elle ne le faisait jamais. Ce soir-là, Thomas a sauté le dîner avec ma famille. Pas d'excuses, juste un décontracté je suis crevé. On remet ça. J'ai dit à ma mère de ne pas s'en faire. Elle a hésité, puis a souri de cette façon dont les mères le font quand elles essaient de ne pas montrer leur déception. Bien sûr, ma chérie. Quelque chose dans ma poitrine s'est durci. La conversation de rupture n'a pas eu lieu immédiatement. Elle a eu lieu 2 semaines plus tard, après que ce repas de famille soit passé tranquillement sans lui, après que j'ai remarqué à quel point ma respiration semblait facile quand il n'était pas là. Après que le soulagement a cessé de ressembler à de la culpabilité pour commencer à ressembler à la vérité. Nous étions assis sur mon canapé quand je l'ai finalement dit. Je ne pense pas que ça marche encore entre nous. Il a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Quoi? Il a ri comme si j'avais fait une blague étrange. D'où ça sort? L'histoire de la famille, ai-je dit calmement. Il a froncé les sourcils. Je pensais que tu avais compris. Je comprends, ai-je répondu. Tu n'aimes pas ma famille. Ce n'est pas quelque chose autour duquel je peux construire. Son ton a changé, défensif maintenant. Plus tranchant. Les couples ne sont pas obligés de tout partager, Camille. Tu réagis de manière excessive. Ma famille, c'est ma vie, ai-je dit. Tu les as qualifiés d'insupportables. Il s'est levé,
faisant les 100 pas, j'étais honnête. C'est pas ce que tu veux. L'honnêteté sans respect n'est pas de l'intimité, ai-je dit. C'est là qu'il a pleuré. Pas doucement, pas avec honte, avec frustration, avec le genre de larmes qui semble performative, comme une preuve d'effort. Tu les choisis eux plutôt que moi, a-t-il dit. Après tout ce qu'on a vécu. Je n'ai pas élevé la voix. C'est toi qui m'as donné le choix. Il m'a fixé comme si ça ne lui avait pas traversé l'esprit. J'ai attrapé mon manteau, clé en main. Ça ne fait pas de toi le méchant, ai-je ajouté, parce que je le pensais. Mais ça nous rend incompatibles. Puis je suis parti. Je m'attendais à du soulagement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle il est venu. Le silence après n'était pas lourd. Il était propre. 3 semaines ont passé sans un mot de lui. Pas d'excuses, pas de messages tardifs, pas de supplications dramatiques, juste l'absence. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à me sentir ouverte, pas désespérée, pas seule, disponible. Je n'ai pas téléchargé l'application de rencontre parce que j'avais le cœur brisé. C'était la partie qui m'a surprise. Je l'ai téléchargée parce que je me sentais finie. Pas en colère, pas désespérée, juste prête, comme si j'avais fermé une porte soigneusement au lieu de la claquer. Et le calme après semblait honnête. Manon m'a aidé à rafraîchir mon profil. De nouvelles photos, une bio qui ressemblait à moi, pas à la version de moi-même que j'avais éditée pour être plus facile à aimer. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit quand nous avons fini. Je le ressentais. C'est comme ça que j'ai matché avec Lucas. Il avait 28 ans, quelques années de plus que moi, calme d'une manière qui ne semblait pas jouer. Son profil n'était pas tape à accent grave-l'œil. Pas de selfies à la salle de sport, pas de légende essayant trop fort, juste une présence stable qui transparaissait même à travers un écran. Nous avons commencé à parler. Pas de jeu, pas de flirt forcé, une conversation qui passait facilement du travail au voyage, aux petits détails étranges qui sont habituellement sautés au début. Notre premier rendez-vous était un café. Ça s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en une longue promenade parce qu'aucun de nous n'avait envie de terminer la soirée tout de suite. Il écoutait, pas de cette manière intense, presque transactionnelle, attendant son tour pour parler, mais comme si ce que je disais importait vraiment. Quand j'ai parlé de mon travail, il a posé des questions. Quand j'ai mentionné ma famille, il ne s'est pas tendu. Ça ressortait plus que ça n'aurait dû. À un moment donné, il a demandé, « Ils sont comment ?» Je lui ai dit la vérité. Que ma famille était bruyante, très impliquée, pleine d'opinions, que les fêtes étaient chaotiques, émotionnelles et pleines de traditions qui n'avaient pas toujours de sens pour les gens qui n'avaient pas grandi dedans. J'ai attendu le changement familier, le sourire poli, la note mentale. Au lieu de ça, il a souri. Ils ont l'air vivants, a-t-il dit. Le mot a atterri doucement, mais il est resté. Les quelques semaines suivantes se sont déroulées naturellement. Une randonnée le week-end qui s'est terminée avec des jambes douloureuses et un silence confortable au sommet. Un dîner à emporter tard le soir chez moi où il a aidé à nettoyer sans qu'on le lui demande. Des conversations qui dérivaient vers l'avenir sans pression ni attente. Un soir, à la mi-décembre, nous étions assis sur mon canapé, un film jouant doucement en arrière-plan. Aucun de nous ne regardait vraiment. Ma famille vit à l'étranger, a-t-il dit. Donc Noël, c'est généralement juste moi. J'ai hésité avant de répondre. Tu voudrais venir chez les miens, ai-je demandé. Je dois te prévenir, c'est intense. Ma mère en fait trop. Des pulls assortis, des jeux de société, le chaos. Il s'est tourné vers moi, sincèrement surpris. Vraiment, a-t-il demandé. Tu es sûr que ce n'est pas trop tôt? J'ai vérifié en moi-même. Il n'y avait aucun doute. Ils vont t'aimer, ai-je dit. Et s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème. Il a hoché la tête une fois. Alors j'adorerais. Le réveillon de Noël est arrivé rapidement. Lucas s'est présenté à mon appartement portant un petit sac. À l'intérieur, il y avait des biscuits faits maison et une bouteille de vin qu'il avait choisi parce que, comme il l'a dit, ton père a l'air de quelqu'un qui apprécie un bon rouge. Il était un peu nerveux, mais pas d'une manière qui nécessitait d'être géré, juste assez pour montrer qu'il s'en souciait. Quand nous sommes entrés chez mes parents, ma mère l'a serré dans ses bras immédiatement, pas poliment, pleinement, comme si elle avait déjà décidé. Mon père lui a serré la main et s'est lancé directement dans l'une de ses histoires.
Lucas a écouté comme si ça importait, a posé des questions, ne l'a pas pressé vers la fin. Ma sœur Chloé a croisé mon regard à travers la pièce et a souri. La soirée a avancé facilement. Lucas a aidé en cuisine sans qu'on le lui demande. Il a ri quand les choses sont devenues bruyantes. Il n'a pas bronché quand les conversations se chevauchaient ou que les plans changeaient au milieu d'une phrase. Quand mon père s'est répété, Lucas ne s'est pas désengagé. Il s'est penché vers lui. Au moment où nous nous sommes installés autour de la cheminée plus tard cette nuit-là, tout le monde portait les pulls moches de Noël assortis sur lesquels ma mère insistait chaque année, y compris Lucas. Il a jeté un coup d'œil au pull, puis m'a regardé, amusé. Je suppose que ça veut dire que je suis officiellement intégré, a-t-il dit doucement. J'ai souri, me blottissant contre lui, écoutant ma famille rire autour de nous. Et pour la première fois depuis que tout avait fini avec Thomas, j'ai compris quelque chose clairement. C'était ça qu'on avait appelé trop. Cette chaleur, ce désordre, ce sentiment d'appartenance. Et quelque part, sans le savoir encore, quelqu'un qui s'était éloigné de tout cela était sur le point de réaliser exactement ce qu'il avait perdu. Le matin de Noël est resté paisible, mais la photo a fait son travail. Ma sœur a posté une photo de nous tous en pulls assortis, le bras de Lucas autour de moi comme s'il avait sa place là. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je ne me souvenais même pas que Thomas existait encore. 2 jours plus tard, le 26 décembre, mon téléphone a commencé à vibrer avant que le soleil ne soit complètement levé. J'ai ignoré le premier appel, puis le deuxième. Le temps que je me retourne et vérifie l'écran, il y avait déjà plus d'une douzaine d'appels manqués, tous du même numéro, Thomas. Puis le SMS est arrivé. Il faut qu'on parle. C'est quoi ça? Comment as-tu pu faire ça? Appelle-moi maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti l'envie d'expliquer. Au lieu de cela, ma sœur m'a envoyé un SMS, Camille, ton ex est en train de péter un plomb dans mes MP. Il panique à propos des photos de Noël. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, il l'avait vu. Il avait vu Lucas. Il l'avait vu porter le pull dont il avait un jour plaisanté en disant qu'il serait fondamentalement le sien un jour, et quelque chose en lui avait craqué. J'ai dit à Chloé de le bloquer. Puis, j'ai retourné mon téléphone face contre table et je suis retourné dans la cuisine. Ma mère versait du café. Lucas aidait mon père à rincer la vaisselle, les manches retroussées comme si c'était juste normal. Je n'ai rien dit pour l'instant. Vers midi, le téléphone de ma mère a sonné. Elle a froncé les sourcils devant l'écran avant de répondre. Quelques minutes plus tard, elle a raccroché et m'a regardé avec attention. Ma chérie, a-t-elle dit en baissant la voix. Thomas appelle à la maison. Il est bouleversé. Il dit que tu l'as remplacé. Ton père a débranché le fixe. J'ai expiré lentement. Bloquez-le juste, ai-je dit. Ma mère a hésité. Il n'a pas l'air bien. Je lui ai donné la version courte, le message vocal, l'ultimatum, la rupture. Ma mère n'a pas hésité. Donc, il a rejeté notre famille, a-t-elle dit platement. Tu as respecté ça, et maintenant il est en colère que tu aies tourné la page. Elle a secoué la tête une fois. Quel culot. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort parce que quand quelqu'un ne peut pas contrôler le résultat, il ne s'en va pas. Il cherche une autre entrée. Et ensuite, il ne venait pas pour moi. Il venait pour Lucas. Je n'ai pas parlé des messages à Lucas au début. Pas parce que je cachais quoi que ce soit, mais parce que pendant un moment, ça semblait irréel, comme une réplique sismique d'une relation dont j'étais déjà sorti. Thomas avait rendu sa position claire des semaines auparavant. Je l'avais accepté. Nous avions fini les choses, ou du moins je le pensais. Le premier signe est venu ce soir-là. Lucas était assis en face de moi à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone en attendant que la bouilloire bouille. Il a levé les yeux, les sourcils se resserrant légèrement. Et, a-t-il dit. Ton ex vient de me suivre sur Instagram. J'ai levé les yeux lentement. Thomas? Il a tourné l'écran vers moi. C'est lui? J'ai hoché la tête. Lucas a refusé la demande sans hésitation et a posé son téléphone. Pas de commentaire, pas de réaction. Ça aurait dû suffire. Ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, Lucas a reçu une demande de message d'un compte différent. Pas de photo de profil, pas de post, juste un nom d'utilisateur qui semblait intentionnellement générique.
Il l'a ouvert alors que j'étais assise à côté de lui. Le message était long, dense, soigneusement écrit. Quand il a fini de lire, il m'a tendu le téléphone. Tu devrais savoir dans quoi tu t'embarques. Camille a un attachement très malsain à sa famille. Sa mère étouffe les gens. Son père vide la vie des conversations. Elle t'a amené à Noël pour faire passer un message. Tu es un pansement. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Tu es temporaire. Je ne me suis pas senti blessé. J'ai ressenti de la reconnaissance. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas un avertissement. C'était du contrôle déguisé en honnêteté. J'ai levé les yeux vers Lucas. Il ne regardait plus le téléphone. Il me regardait. Il n'a pas écrit ça, n'est-ce pas, a demandé Lucas. Non, ai-je dit doucement. Il l'a fait. Lucas a hoché la tête une fois. Tu veux que je réponde? J'ai secoué la tête. Non. Il a bloqué le compte immédiatement. Pas de débat, pas d'ego, juste une limite. Mais Thomas ne s'est pas arrêté. Cet après-midi-là, des messages ont commencé à apparaître ailleurs. Des amis communs, de vieilles connaissances, des gens qui n'avaient parlé à aucun de nous deux depuis des mois. L'histoire changeait selon à qui il parlait. À certains, il disait que je l'avais trompé émotionnellement. À d'autres que j'avais utilisé Lucas pour le rendre jaloux. À quelques-uns que j'étais fusionnel avec ma famille et incapable d'une relation saine. La plupart des gens n'y croyaient pas. Quelques-uns l'ont fait et c'était suffisant pour qu'ils continuent. Ce soir-là, ma sœur a appelé. Il est dans mes MP, a dit Chloé. De longs messages, des captures d'écran. Il veut que je te fasse entendre raison. Bloque-le, ai-je dit. Je l'ai déjà fait, a-t-elle répondu, puis elle a fait une pause. Camille, ça devient bizarre. Elle avait raison. L'escalade suivante est venue vite. J'ai reçu une notification de ma caméra de porte pendant que j'étais au travail. Thomas était debout devant mon appartement. Il faisait les 100 pas dans le couloir, téléphone pressé contre son oreille, gesticulant comme s'il s'expliquait à quelqu'un qui n'était pas là. Il est resté près de 20 minutes, est parti, est revenu, et reparti. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne lui ai pas parlé. Cette nuit-là, ma voisine m'a envoyé un SMS. Juste pour info. Le type dehors tout à l'heure disait que tu finirais par rentrer. Il avait l'air intense. C'est là que j'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran, horodatage, message enregistré, reçu. Thomas a encore changé de tactique. Il a trouvé Lucas sur LinkedIn, lui a envoyé un message là-bas. Je ne voulais pas que ça devienne une affaire judiciaire. C'est la vérité. Jusqu'à ce point, tout ce que Thomas avait fait, message, faux compte, venir sans invitation, ressemblait à du bruit. Un bruit dérangeant, oui, mais toujours quelque chose dont je croyais qu'il s'épuiserait une fois qu'il réaliserait qu'aucune réaction ne venait. J'ai sous-estimé comment les gens comme lui réagissent quand on les ignore. Le silence ne l'a pas calmé. Il l'a mis au défi. Le premier signe que les choses passaient d'ennuyeuses à dangereuses est venu au travail. J'étais au milieu de ma matinée quand ma collègue Sophie s'est arrêtée à mon bureau. Elle avait l'air mal à l'aise de cette façon dont les gens le sont quand ils ne veulent pas être ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles. Et, a-t-elle dit prudemment. Question bête. Tu sortais avec un gars nommé Thomas. Mon estomac s'est serré. Oui, ai-je dit. Pourquoi? Elle a hésité. Il a envoyé un email au RH. C'est le moment où la situation a franchi une ligne. Apparemment, Thomas avait envoyé un long message à la boîte de réception générale de notre entreprise. Il ne m'accusait de rien d'illégal. Il était plus intelligent que ça. Au lieu de cela, il présentait ça comme de l'inquiétude. Inquiétude pour mon instabilité émotionnelle. Inquiétude que j'ai utilisé le temps de travail pour entretenir une relation inappropriée. Inquiet que je le harcèle et use de représailles après la rupture. C'était écrit dans un langage prudent, poli, raisonnable en surface, manipulateur en dessous. Je n'ai pas paniqué. J'ai transféré tout ce que j'avais, capture d'écran, horodatage, le message vocal original, les messages à Lucas, les images de la caméra de porte au RH avant même qu'ils aient fini d'examiner son email. J'ai joint une note pour le contexte, je suis harcelé par un ex-partenaire. Merci de me faire savoir si vous avez besoin de plus d'éléments. Ils ont répondu dans l'heure, m'ont remercié,
ont confirmé qu'ils bloqueraient son adresse email, m'ont assuré que tout contact futur serait traité comme du harcèlement. Thomas avait essayé d'utiliser mon travail comme une arme, et avait échoué. Ce même soir, Lucas a reçu un appel au travail d'un numéro inconnu. C'était Thomas. Lucas n'a pas décroché. Thomas a laissé un message vocal. Pas de menaces, pas de cris, juste une colère contrôlée. Parlant de comment j'avais changé, comment j'étais manipulé par ma famille, comment Lucas ne savait pas vraiment dans quoi il s'embarquait. Lucas a écouté une fois, puis l'a supprimé. Je ne veux pas de lui dans ma tête, a-t-il dit simplement. J'ai admiré ça. 2 jours plus tard, Thomas a encore monté d'un cran. Cette fois, il n'est pas venu seul. J'ai reçu une notification de l'application de sécurité de mon immeuble juste après 7 heures du matin. 3 personnes à ma porte. Thomas, sa sœur, un de ses amis. Ils ont tour à tour sonné, frappé, appelé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble à la place. Bonjour, ai-je dit calmement. Il y a 3 personnes qui me harcèlent devant mon appartement. L'un d'eux est mon ex. J'ai besoin d'aide. La sécurité est arrivée en quelques minutes. Thomas a argumenté. A dit qu'il avait juste besoin de tourner la page. A dit que je lui devais une conversation. La sécurité s'en fichait. Ils leur ont dit à tous les 3 de partir. Les ont avertis que revenir serait considéré comme une violation de propriété. Thomas a crié quelque chose alors qu'il s'éloignait. Tu vas regretter ça. C'est la phrase qui a finalement pris la décision pour moi. Le lendemain, je suis allé au commissariat. Pas dramatique, pas émotionnel. Préparé. J'ai tout apporté. Messages, emails, capture d'écran, images de la caméra, témoignages de ma voisine et le journal de sécurité de l'immeuble. L'officier a examiné tout ça calmement, puis a levé les yeux vers moi. Ce n'est pas un malentendu, a-t-il dit. C'est un schéma de harcèlement. Entendre quelqu'un d'autre le dire a compté plus que je ne l'espérais. J'ai déposé une main courante qui s'est transformée en plainte formelle cet après-midi-là. Quand Thomas a été convoqué et a reçu une mesure d'éloignement, il l'a violée en 1 semaine. Il s'est pointé au club de lecture de ma mère, a essayé de s'expliquer à des gens qui ne voulaient pas l'entendre. La police a été appelée. Il a passé la nuit en garde à vue. Cela a semblé enfin briser le fantasme auquel il s'accrochait. Le harcèlement a ralenti, pas parce qu'il avait compris, mais parce que les conséquences étaient entrées en jeu. Et une fois qu'elles le font, on ne peut plus prétendre que c'était par amour. La mesure d'éloignement n'a pas transformé Thomas en une personne différente. Elle l'a juste forcé à changer de tactique. Pendant quelques jours après sa libération, tout est devenu silencieux. Pas d'appel, pas de message, pas de passage capté par la caméra. Le silence semblait artificiel, comme la pause avant que quelqu'un n'inspire à nouveau. Je ne me suis pas détendu. J'ai documenté. Parce que quand quelqu'un comme Thomas perd l'accès à vous directement, il ne disparaît pas. Il cherche des angles, des portes dérobées, des endroits où vous ne l'attendez pas. C'est là que le compte Instagram est apparu. Vérité sur Camille exposée. Le nom d'utilisateur seul m'a noué l'estomac. Pas de photo de profil au début. Pas de bio, juste des posts. Des captures d'écran de nos vieux SMS sélectivement recadrés, dépouillés de leur contexte. Des messages d'il y a des années sortis comme des preuves. Des photos de nous souriant à des événements. Des légendes réécrites pour suggérer de la manipulation, du contrôle, de l'abus émotionnel. Le langage était familier. Des mots de thérapie utilisés incorrectement. Des mots à la mode empilés les uns sur les autres. Des accusations qui semblaient sérieuses jusqu'à ce qu'on les lise vraiment. Love bombing, inceste émotionnel, isolement. Je ne l'avais pas encore vu quand Lucas est entré dans la cuisine tenant son téléphone, riant si fort qu'il a dû s'appuyer contre le comptoir. Chérie, a-t-il dit entre 2 respirations, tu dois voir ça. J'ai pris le téléphone et c'était là, une photo de moi serrant ma mère dans mes bras à Noël. La légende disait, exemple typique de fusion émotionnelle, quand une femme remplace l'intimité adulte par la dépendance familiale. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridicule. Ce soir-là, Lucas et moi étions assis sur le canapé à faire défiler le compte comme si c'était une mauvaise émission de télé-réalité. Il a fait une blague sur le besoin d'une carte de bingo. Narcissique, a-t-il dit en cochant une case imaginaire.
Gaslighting, lien traumatique. N'oublie pas les limites, ai-je ajouté. Nous avons ri. Pendant un moment, cela semblait vraiment inoffensif, embarrassant pour lui, transparent, le genre de chose qui s'épuise une fois qu'elle n'obtient pas d'attention. Puis il a franchi une ligne. Il a posté une photo de Lucas, pas une que Lucas avait partagée, une tirée du site web de son entreprise. Professionnel, propre, indubitablement personnel. La légende était cruelle. Le pansement, aidant à détruire des vies, une relation à la fois. Les commentaires étaient pires. Des gens que Thomas connaissait, quelques inconnus, des accusations, des émojis narquois, des menaces à peine voilées déguisées en inquiétude. Le téléphone de Lucas a commencé à vibrer. Des avis, une étoile, sont apparus sur la page Google de son entreprise. Des commentaires prétendant qu'il était contraire à l'éthique, qu'il manipulait les clients, qu'il était connu pour interférer dans les relations personnelles. Que des mensonges. Mais les mensonges n'ont pas besoin d'être vrais pour causer des dégâts. C'était le moment où ma colère s'est finalement transformée en quelque chose de solide. Lucas n'a pas élevé la voix. Il n'a pas vrillé. Il a fait des captures d'écran. Puis il a appelé l'avocat de son entreprise. Dès le lendemain matin, Thomas avait reçu une mise en demeure pour harcèlement et diffamation. Les faux avis ont été signalés et supprimés. Le compte Instagram a été signalé en masse. Il a disparu en 48 heures. Thomas a réessayé. Un autre compte, même ton, même obsession. Celui-là a duré moins d'une semaine. La procédure judiciaire s'est étendue pour inclure le cyberharcèlement. Le récit qu'il était si désespéré de contrôler était officiellement hors de ses mains. Quelques amis communs qu'il avait tranquillement cru au début ont commencé à nous contacter. Des excuses, des explications maladroites, des demi-aveux. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave. Il a dit que tu exagérais. Je ne pensais pas qu'il ferait ça à Lucas. Je les ai remerciés poliment et j'ai gardé mes distances. Parce que les schémas ne disparaissent pas juste parce qu'ils sont exposés. Ils se répètent. Thomas l'a prouvé assez tôt. Un mois plus tard, la nouvelle m'est parvenue par l'ami d'un ami. Il sortait avec quelqu'un de nouveau, se plaignait déjà de sa famille, testait déjà les limites, se présentait déjà comme le raisonnable. L'histoire n'avait pas changé. Seul le public avait changé. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix. Pas parce qu'il avait arrêté d'essayer, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose clairement. Rien de tout cela ne concernait mon départ. Cela concernait sa perte de contrôle. Au moment où février est arrivé, le chaos avait perdu son élan. Pas parce que Thomas avait trouvé la paix, mais parce que chaque chemin qu'il essayait d'utiliser s'était fermé. La justice a fait ce qu'elle était censée faire. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais assez pour changer le rythme de mes journées. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone à chaque fois qu'une notification vibrait. J'ai arrêté de scanner les visages et les foules par habitude. Le silence est revenu lentement, inégalement, comme un son s'estompant après avoir été trop fort trop longtemps. Quand il ne pouvait pas obtenir de réaction, il essayait de nouvelles routes à la place, de nouvelles plateformes, même obsession. Il a tenté LinkedIn à nouveau, puis a envoyé des messages par des contacts communs et a finalement envoyé un email à Lucas via sa page de contact professionnel. Même récit, porte différente. Lucas m'a tout montré. Nous n'avons pas répondu. Nous l'avons sauvegardé. Un de mes collègues connaissait par hasard quelqu'un dans l'entreprise de Thomas. Le bruit a couru qu'il avait utilisé ses heures de travail pour harceler des gens liés à son ex. Les RH l'ont mis sous surveillance. Il a démissionné avant qu'ils ne puissent le licencier. Sa sœur a cessé de nous contacter entièrement. Les amis communs qui étaient restés silencieux au début ont commencé à réapparaître avec des excuses. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Ils faisaient croire que c'était mutuel. Je pensais que tu exagérais. J'ai accepté les excuses. Je n'ai pas reconstruit les amitiés. Certaines choses peuvent être pardonnées sans être rouvertes. À travers tout cela, Lucas est resté stable. Il ne m'a pas poussé à passer à autre chose. N'a pas demandé quand les choses sembleraient normales à nouveau. N'a pas essayé de réparer ce qui n'était pas cassé. Il était juste là. Quand je sursautais à un coup soudain, il le remarquait. Quand j'avais besoin de calme, il me le donnait. Quand je voulais rire de l'absurdité de tout ça, il riait avec moi, jamais de moi. Un soir, des semaines plus tard,
nous étions assis sur le canapé à regarder de vieilles photos sur mon téléphone. Je me suis arrêté sur la photo de Noël, les pulls, les sourires, la façon facile dont le bras de Lucas reposait autour de moi. Il l'a regardé un moment. Tu sais, a-t-il dit, je suis vraiment content que ce message soit arrivé, celui qu'il t'a envoyé. J'ai haussé un sourcil. Tu es content que mon ex ait fait imploser ma vie? Il a souri doucement. Je suis content qu'il t'ait montré qui il était avant que tu ne construises quelque chose de permanent avec lui. J'ai ressorti la capture d'écran que j'avais sauvegardée des mois auparavant. La transcription du message vocal. Celle où Thomas qualifiait ma famille d'insupportable. Ça, ai-je dit doucement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Lucas a hoché la tête. C'est sa perte. La vie n'est pas devenue soudainement parfaite après ça, mais elle est devenue paisible. Mes parents ont arrêté de demander des nouvelles de Thomas. Ma sœur a arrêté de se préparer au drame. Les fêtes ont semblé normales à nouveau. Bruyantes, désordonnées, aimantes. Et pour la première fois depuis longtemps, ma vie n'était pas façonnée par ce que j'évitais. Elle était façonnée par ce que je choisissais. Au moment où l'été est arrivé, ma vie ne ressemblait plus à quelque chose que je défendais. Elle ressemblait à quelque chose que je vivais. La mesure d'éloignement est restée en place. Thomas ne l'a pas testé à nouveau. Que ce soit la peur, l'embarras ou la lente réalisation que chaque porte qu'il avait essayé de forcer était maintenant définitivement fermée, je n'ai pas cherché à analyser. Ce qui importait, c'était l'absence, pas un silence rempli de tension, juste le calme, le genre qui vous laisse respirer normalement à nouveau. Mes parents sont revenus à leur routine. Ma mère a arrêté de se crisper chaque fois que le téléphone sonnait. Mon père a arrêté de demander si j'allais bien de cette voix prudente que les gens utilisent quand ils ont peur que la réponse ne brise quelque chose. Chloé a arrêté de filtrer ses messages. La vie a avancé sans Thomas dedans. Pas dramatiquement, pas triomphalement, mais de manière décisive. Lucas est devenu une partie de ce mouvement vers l'avant de manière qui ne semblait pas forcée ou symbolique. Il n'a pas essayé de remplacer quoi que ce soit. Ne s'est pas inséré là où il n'avait pas sa place. N'a pas demandé d'assurance qu'il était différent. Il l'était juste. Il a aidé mon père à refaire la terrasse un samedi après-midi sans transformer ça en un moment de complicité forcée. Il a envoyé un SMS à ma mère quand il a vu un mème d'animal ridicule qu'il savait qu'elle aimerait. Lui et Chloé ont développé une amitié qui existait entièrement en dehors de moi. Un détail que j'ai trouvé étrangement réconfortant. Cela signifiait qu'il ne passait pas une audition. Il participait. La dernière mise à jour sur Thomas est arrivée indirectement. Sa mère a contacté la mienne début mai, pas pour argumenter, pas pour le défendre, pour s'excuser. Apparemment, Thomas sortait avec quelqu'un de nouveau et apparemment, ça recommençait déjà. Plainte sur sa famille, test subtil, frustration déguisée en standard. Il a fallu voir le schéma se répéter avec quelqu'un d'autre pour que sa mère accepte enfin ce qui s'était réellement passé, que le problème n'avait jamais été ma famille, et n'avait jamais été moi. Entendre ça ne m'a pas fait me sentir justifié. Ça m'a fait me sentir fini. Un soir, Lucas et moi étions assis sur le balcon, la ville s'installant dans son rythme nocturne en dessous de nous. Ne parlant pas de Thomas. Ne parlant pas du passé du tout. Juste existant dans un moment qui ne nécessitait pas de commentaires. Tu sais ce que je pense, a dit Lucas finalement. J'ai regardé vers lui. Je pense que quand quelqu'un te dit qu'il n'aime pas les gens qui ont fait de toi qui tu es, il ne demande pas des limites. J'ai attendu. Il te demande de rétrécir. Il a fini. Ça a atterri proprement. Thomas avait présenté son ultimatum comme de l'honnêteté, comme de la maturité, comme de la conscience émotionnelle. Mais les limites ne nécessitent pas d'ultimatum. Les limites n'exigent pas de test de loyauté, et l'amour ne vous demande pas de choisir entre la connexion et l'appartenance. Thomas pensait voir jusqu'où j'irais pour lui. Ce qu'il a réellement révélé, c'est à quel point il respectait peu les parties de moi qui existaient avant lui. Je n'avais pas besoin de gagner. Je n'avais pas besoin qu'il comprenne. J'avais besoin d'arrêter de négocier ma vie pour quelqu'un qui voyait l'amour comme un moyen de pression. Et je l'ai fait. La meilleure vengeance n'était pas de passer à autre chose rapidement. C'était de passer à autre chose correctement. Avec des gens qui ne traitaient pas l'affection comme une monnaie d'échange. Avec quelqu'un qui voyait le bruit de ma famille comme de la texture, pas un inconvénient. Avec une vie qui ne m'obligeait plus à expliquer, justifier ou minimiser ce qui comptait.
Ce message vocal que Thomas m'a envoyé il y a des mois, je ne l'écoute plus, mais je le garde. Pas comme une blessure, comme une preuve. Parce que parfois, le moment où quelqu'un pense prendre le contrôle est le moment exact où il vous donne votre liberté. Et si ce n'est pas de la clarté, je ne sais pas ce que c'est. La poussée finale n'est pas venue comme un grand nouveau rebondissement. Elle est venue comme un petit rappel public de qui il était encore. Thomas a commenté une vieille photo que je n'avais pas encore verrouillée. J'espère que le nouveau gars apprécie ta famille peau de colle. Il finira par comprendre. Je l'ai signalé. Bloqué partout. Pas pour tourner la page, parce que le sentiment de droit ne s'estompe pas quand on l'ignore. Il escalade. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que chaque pas qu'il faisait réduisait ses options. Le prochain mouvement ne serait pas le silence.